Au moment où le feu est passé au vert, j'ai senti le monde basculer. Mon pied a légèrement avancé, car j'étais en retard. Bien sûr, en retard pour la réunion d'acquisition qui avait occupé ma matinée, en retard pour les délais que j'avais promis de respecter, en retard pour prouver que j'étais indispensable. Mais soudain, ma vision a vacillé comme un appareil photo qui perd la mise au point, et mes mains se sont engourdies autour du volant. J'ai senti la voiture dévier comme si quelqu'un m'avait donné un coup d'épaule. Le ronronnement du moteur s'est estompé, remplacé par un tintement sourd, comme la réplique d'une cloche. Je pense que ce devait être ma dernière pensée consciente, ce tintement, car après cela, tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, le monde avait changé. Des lumières blanches dansaient à ma périphérie, comme si quelqu'un avait secoué un bocal de luciole au-dessus de moi. L'odeur d'antiseptique me pressait les narines, et un bip incessant s'intensifiait à chaque battement de mon cœur. J'ai essayé de tourner la tête, mais j'avais l'impression que mon cou était en béton. Un appareil orthopédique m'étranglait, le métal froid contre la peau. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus bouger ma jambe gauche. La panique me montait à la gorge comme une bile. Ma vision se brouillait, mais je me forçais à ouvrir les yeux suffisamment pour distinguer les murs pâles et les plateaux en inox. Une infirmière rôdait à proximité, griffonnant quelque chose sur un bloc-notes. Son regard était doux mais distant. Elle me parlait en phrases saccadées. « On vous a trouvé au milieu du carrefour, monsieur la voiture. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ?» Ma bouche tremblait, mais aucun son ne sortait. Ma langue était épaisse, comme si j'avais avalé du coton. Je clignai des yeux et le plafond blanc tournoya. Elle se pencha plus près, la voix s'adoucissant. « Vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Vous avez de la chance d'être en vie. » Ces mots me frappèrent plus fort que n'importe quelle douleur. J'essayais de reconstituer les instants précédents. Le feu vert était mon dernier point d'ancrage. Je me souvenais de mon pouls qui s'accélérait pendant le trajet vers la ville. L'adrénaline de la réunion du matin me parcourait les veines. L'impatience de présenter l'offre de notre entreprise. Comment j'avais répété le discours pendant le trajet aller. Ma voiture avait été une extension de moi-même, précise, puissante, et maintenant elle gisait, défoncée, quelque part dehors. Mon corps, son seul occupant. Une douleur sourde s'est emparée de ma poitrine, se propageant comme une traînée de poudre. Mes poumons brûlaient comme si j'avais inhalé des éclats de verre. J'ai essayé de parler à nouveau, et un murmure rauque s'est échappé. « Femme !» Mon infirmière s'est arrêtée, les sourcils froncés. Elle a tapoté son stylo. « Votre contact d'urgence a été prévenu. » Elle a hésité, se mordant la lèvre. « Ils ont dit qu'ils étaient en croisière. » C'est ce qu'ils nous ont dit. Les mots ont été blessants, mais c'est son souffle suivant qui a été plus douloureux. Ils ont dit, si vous disparaissiez, ce ne serait pas une grande perte. La pièce a basculé. Mon cœur a fait un bond. Je devais me concentrer pour ne pas retomber dans l'inconscience. Un nom ? J'écroulais. Qui ? L'infirmière a posé une main gantée sur mon bras. Son pouce a appuyé si doucement qu'il a à peine perçu. Votre femme. Voiture Sierra. Sierra. Je fermai les yeux et réprimai une vague de nausée. Sierra avait été tout pour moi autrefois. La lumière du soleil dans mes jours les plus sombres. La voix dans mon oreille qui me rappelait que j'étais bien plus qu'une collection de feuilles de calcul et de nuits blanches. Mais ces derniers temps, elle était différente. Distante. Distraite par des photos ensoleillées de cocktails et de plages publiées sous #LiveyOuBestLife. Elle traitait mes triomphes professionnels comme des notes de bas de page insignifiantes. J'éprouvais une détresse intense jusqu'à ce que cet appel brise toutes les illusions fragiles que j'avais entretenues. La porte s'ouvrit en sifflant derrière moi et un officier en uniforme entra, hésitant, sous la lumière fluorescente crue. Son visage était jeune, peut-être la trentaine, marqué de rides qui n'avaient rien à voir avec une peau aussi jeune. Il s'approcha de mon lit, les yeux chargés de compassion et d'autre chose. De la gêne peut-être. Il s'éclaircit la gorge. « Monsieur Carr, je suis l'agent Delgato. » Sa voix se brisa. Il déglutit. « Je suis désolé que vous ayez dû entendre ça comme ça. Je fis tout mon possible pour garder les yeux ouverts. J'aurais voulu le maudire, exiger des réponses, le secouer jusqu'à ce qu'il me dise combien de temps j'avais oscillé entre la vie et la mort. Mais je ne pus faire qu'un hochement de tête lasse. Il approcha une chaise, s'assit et joignit les mains entre ses genoux. Nous sommes arrivés dès l'appel.
Les ambulanciers t'ont trouvé inconscient. La voiture, elle a été percutée par un semi-remorque. Sa voix trébucha sur le dernier mot. Tu as dévié sur les voies opposées. Les voies opposées. Cette prise de conscience me fit l'effet d'une glace qui me remplissait la poitrine. Je me souvenais du flou des phares, de la pesanteur soudaine, puis plus rien. Pas de cri, pas d'éclair de l'impact, rien. Et pourtant, j'étais là, attaché par des tubes et des fils, le monde continuant à tourner autour de moi sans moi. Je voyais la pitié dans les yeux de Delgado, mais elle était éclipsée par la culpabilité, comme s'il savait qu'il avait causé plus de dégâts simplement en transmettant l'appel de Sierra. Pourquoi n'est-elle pas venue, ai-je rauquement demandé. La question était une réflexion après coup, un murmure contre le rugissement de la douleur. L'agent Delgado détourna le regard et je perçus le tremblement de sa mâchoire. Il jeta un coup d'œil en arrière, plus résolu. Elle n'est pas venue parce qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas, il soupira. Elle est en croisière, monsieur Carr. Il n'y aura pas de port avant des semaines. Je suis désolé, Cruz. J'imaginais des plages de sable blanc, des flûtes de champagne baignées de soleil, un salon rempli de rire à ses dépens. Chaque image me transperçait la poitrine. J'avais passé des années à construire notre vie. Des séances de brainstorming nocturnes autour de plats à emporter, sacrifiant des week-ends pour développer mon activité, lui promettant toujours plus de temps. Et maintenant, au moment où j'avais le plus besoin d'elle, elle sirotait des margaritas avec sa sœur sous un palmier, heureuse d'être débarrassée de moi. Un léger bip retentit dans la pièce. L'infirmière revint, bloc-notes à la main, vérifiant le moniteur au-dessus de ma tête. Mon rythme cardiaque était régulier mais lent. J'enviais sa régularité. J'aurais aimé pouvoir calmer la tempête de pensées qui menaçait de m'engloutir. L'infirmière échangea un regard avec Delgado. Il se leva en s'éclaircissant la gorge. Je devrais vous laisser vous reposer. Il hocha la tête avec raideur avant de se tourner vers la porte. Attendez, ai-je râlé d'une voix rauque. Delgado, je m'arrêtai, la main sur la poignée de la porte. Je tendis la main vers son bras, surprise par la force qui traversait mon corps blessé. Que disait-elle exactement? Ses épaules se voûtèrent. Il me regarda un long moment, puis répéta les mots aussi doucement que possible. Bien. Si ce profiteur de Marie disparaissait, il soupira comme s'il s'excusait pour chaque mot qu'il avait prononcé. Puis il partit en refermant doucement la porte derrière lui. Le silence m'enveloppa, une couverture suffocante. Dehors, les couloirs de l'hôpital vibraient de vie. Des pas, des conversations lointaines, le fracas des chariots sur l'énolium. Mais dans ma tête, il n'y avait qu'un vide résonnant du rire de Sierra. Des larmes me montèrent aux yeux, brûlantes et amères, tandis que le chagrin et la rage se heurtaient. Je repensais à l'homme que j'étais avant l'accident. Dévoué, déterminé, quelqu'un pour qui le mariage signifiait partenariat. Et maintenant, je gis là, os brisé par os brisé, trahi par la femme qui avait fait vœu. Rester à mes côtés. Une détermination naquit lentement en moi, plus stable que n'importe quel pouls enregistré par le moniteur. Je survivrai à cela. Je guérirai, et je découvrirai le goût de la trahison en retournant l'appareil. Tandis que l'infirmière ajustait le masque à oxygène, je fermais les yeux, savourant le goût de cette promesse. Le monde s'était peut-être écroulé autour de moi, mais je n'en avais pas fini. Loin de là. Je ne rentrais pas chez moi. Non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je ne voulais pas. Les murs de l'hôpital étaient devenus trop familiers. Chaque jour, une lente goutte de guérison se mesurait en millimètres de guérison osseuse, d'examen et de pas prudents sur le carrelage froid. Je regardais les jours défiler par une fenêtre donnant sur le même paysage urbain crasseux que j'avais connu toute ma vie. Mais maintenant, tout semblait différent. L'absence de Sierra était plus profonde que les fractures de ma jambe. Son Instagram peignait un tableau de couchers de soleil tropicaux, de cocktails en bord de mer et de liberté. La liberté de moi, apparemment. Les légendes me faisaient rire, bref, vif et amer. Rien ne vaut la liberté. C'était sa vérité. Le personnel faisait de son mieux. Des infirmières au regard bienveillant et des médecins au sourire expert. Je leur demandais sans cesse de ne jamais dire à Sierra où j'étais, sans même laisser entendre que j'étais encore en vie dans le bâtiment qu'elle avait probablement dépassé des centaines de fois en allant bruncher. Je ne voulais pas de sa pitié, et encore moins de sa présence. Chaque fois que je regardais les bleus sur ma poitrine ou les sutures le long de ma jambe, j'imaginais son expression si jamais elle prenait la peine de venir. Ce froncement de sourcils soigneusement arrangé,
ce soupir de léger désagrément, l'inévitable calcul de ce que ma survie pourrait lui coûter. André était le seul à ne pas poser de questions. C'était mon ami depuis le lycée, à l'époque où nous n'étions que des gamins avec des genoux écorchés et des ambitions mesquines. Il venait chaque semaine, parfois tous les jours, porteur de cette force tranquille sur laquelle je m'étais habitué. Il apportait des vêtements propres, des pantalons et des chemises qui sentaient bon la maison, des dossiers du travail et, de temps en temps, un café au goût authentique. Il ne mentionnait jamais Sierra. À moins que je ne le demande, et je ne le demandais pas souvent. Un soir, alors que le vent d'automne faisait trembler les fenêtres de l'hôpital et que mon kiné était parti depuis longtemps, j'ai dit la vérité à André. Je ne pense pas que je retournerai un jour dans cette maison. Il s'est adossé à sa chaise, me regardant avec la précision d'un avocat, mais l'empathie d'un ami. Tu n'es pas obligé, a-t-il dit simplement. Et cette seule phrase a été ma première vraie respiration depuis mon réveil. Liberté. J'ai commencé à réfléchir à ce que cela signifiait vraiment. Pas la version Instagram soignée, ni plage ni cocktail, mais celle, discrète, qui naît de la décision de ne pas se laisser définir par la négligence d'autrui. À mesure que mes os se ressoudaient, ma détermination se renforçait. Chaque fois qu'une infirmière m'aidait à me lever, chaque fois que je parvenais à marcher sans béquille, j'avais l'impression de récupérer une part de moi que Sierra m'avait volée par son indifférence. Je repensais à toutes les années que je lui avais données, aux nuits blanches au bureau, aux week-ends sacrifiés pour l'aider. Sa mère, qui s'occupait des finances, des voyages que j'avais annulés pour qu'elle puisse saisir une nouvelle opportunité commerciale avec sa sœur Bianca. Sa mère, Margot, avait toujours été là aussi, à l'affût de chaque décision. Un rappel constant que la loyauté de Sierra n'était pas envers moi, mais envers la famille qui ne me considérait que comme un compte en banque. Maintenant, j'en avais fini. Chaque document qu'André m'apportait à signer me semblait une victoire discrète. J'avais demandé au personnel de l'hôpital de ne pas divulguer mon statut. Pas d'appel à mon conjoint, pas de nouvelles de la femme qui avait préféré une croisière à l'expérience de mort imminente de son propre mari. Chaque fois que je voyais le nom de Sierra sur le dossier médical, j'éprouvais une satisfaction froide, sachant que cela ne signifiait rien. Elle ne connaissait pas l'homme dans ce lit, celui qui était déterminé à voler de ses propres ailes. Le jour où j'ai enfin marché sans déambulateur, c'est le jour où j'ai décidé de quitter l'hôpital à mes conditions. André était là, attendant près des portes de sortie avec un sourire qui en disait long. Il m'a tendu un petit sac. L'essentiel, dit-il. Je le portais comme un insigne d'honneur. L'air frais me frappa le visage comme une gifle, vive et grisante. Je ne me retournai pas. J'avais trop longtemps attendu que quelqu'un d'autre me fasse grâce. Je n'attendais plus. Dehors, la ville vibrait de la même indifférence qui m'avait brisé à ce carrefour. Les voitures klaxonnaient. Les gens s'affairaient avec des tasses à café et des mallettes, et aucun d'eux ne savait à quoi j'avais survécu. J'aimais ça. Je me fondais dans la masse. Une âme de plus dans un océan d'inconnus. André m'aida à monter dans sa voiture et, tandis que nous démarrions, je regardais l'hôpital s'éloigner comme un mauvais rêve. Mon téléphone vibrait dans ma poche. Une notification de l'Instagram de Sierra. Elle souriait, bien sûr, un cocktail à la main. L'océan derrière elle, et la légende, reconnaissante pour la famille. Reconnaissante pour la liberté. Liberté de quoi? De moi? Des vœux qu'elle avait récités comme une liste de contrôle. Des promesses que nous avions faites dans cet appartement exigu que nous partagions autrefois, bien avant l'argent, les titres et les salles de réunion. J'ai parcouru son fil d'actualité jusqu'à tomber sur les photos d'elle avec Bianca, deux sœurs en bikini, les verres levés, Margot souriant comme une chatte qui a reçu de la crème. Pas une seule mention de moi, pas une seule reconnaissance pour l'homme qui avait autrefois remué ciel et terre pour ses rêves. J'avais envie de rire et de crier en même temps. André m'a jeté un coup d'œil en conduisant. Ça va, a-t-il demandé. J'ai croisé son regard et hoché la tête, même si ce n'était pas tout à fait vrai. Oui, ai-je dit. Je vais bien. Il n'a pas insisté. C'est pourquoi il était la seule personne en qui j'avais confiance. Il n'avait pas besoin de l'histoire. Il avait juste besoin de savoir que j'avais survécu. Je me suis détourné de la fenêtre et me suis concentré sur la route devant moi. La ville se brouillait en traînées de lumière. Gris et or. L'horizon familier, mais soudain plein de possibilités. J'avais passé 2 mois cloué au lit, comptant chaque minute sans que Sierra n'appelle. Maintenant, je comptais les secondes avant de pouvoir récupérer tout ce que j'avais donné.
Alors qu'André se garait devant son immeuble, mon refuge temporaire, j'ai senti quelque chose changer en moi. L'hôpital avait maintenu mon corps en vie, mais c'était là que j'allais commencer à reconstruire ma vie. Je faisais entièrement confiance à Sierra, et elle avait prouvé qu'elle ne méritait pas le moindre souffle qui me restait. André m'a tendu les clés. La maison est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin, a-t-il dit. Je les ai prises d'une main tremblante, leur poids m'immobilisant. Merci, André, ai-je dit d'une voix basse mais ferme. Pour tout, a-t-il souri. Tu aurais fait pareil pour moi. Je savais qu'il avait raison. Mais cela ne changeait rien au fait que je n'aurais jamais imaginé être celle qui aurait besoin d'être secourue. J'avais toujours été le sauveur, le soutien, celui qui veillait à ce que Sierra puisse poursuivre ses rêves pendant que je tenais le fort. Maintenant, j'en avais assez de tenir le fort pour qui que ce soit d'autre que moi. J'ai emporté le sac à l'intérieur et l'ai laissé tomber par terre. L'appartement sentait le linge propre et le café. Une petite pile de courrier était posée sur le comptoir de la cuisine. Factures, relevés, des choses qui autrefois m'auraient semblé insurmontables, mais qui me semblaient maintenant la preuve que j'étais en vie. Je me suis passé la main dans les cheveux. La douleur dans ma jambe était sourde et lancinante. J'avais mérité cette douleur. Elle était mienne. Elle était sincère. La trahison de Sierra était encore une blessure vive, mais j'avais appris à vivre avec. Peut-être même à la porter comme une armure. Je ne serais pas l'homme qui attend dans un lit d'hôpital quelqu'un qui ne viendrait jamais. Plus jamais. J'ai regardé autour de moi le petit espace, le bourdonnement discret du réfrigérateur, le tic-tac régulier de l'horloge murale, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un sentiment de contrôle. La liberté de Sierra était la sienne, mais la mienne serait à mes conditions. Je ne suis pas rentré chez moi, et je n'en avais pas l'intention. André était la seule personne à connaître la vérité, et c'était exactement ce que je voulais. Je lui faisais confiance plus qu'à quiconque. Peut-être parce qu'il avait été là au plus fort, assis à mes côtés dans cette chambre d'hôpital stérile, sa veste de costume en bandoulière, à m'écouter parler de trahison jusqu'à ce que ma voix me lâche. Il savait à quel point les mots de Sierra avaient brisé quelque chose de fondamental en moi. Comment ils avaient mis à nu le verrou au cœur d'un mariage que je croyais bâti sur plus que de simples commodités. Lorsqu'il m'a remis les clés de l'appartement temporaire, j'ai senti quelque chose bouger, comme un verrou qui s'ouvrait enfin. Cet endroit n'était pas grand-chose. Des murs nus, des meubles de location qui sentaient vaguement la tentative ratée de bonheur conjugal d'un autre, mais c'était le mien. Pas l'ombre du parfum de Sierra sur les tais d'oreiller, pas le souvenir de son rire résonnant sur les murs. Juste moi, un espace vide où reconstruire. Je n'ai pas pris la peine de toucher à la maison conjugale. Qu'elle le garde, pensais-je. Ce monument à la vie dont elle avait toujours rêvé, la maison que j'avais payée, les rénovations que j'avais financées, la cuisine qu'elle avait insisté pour qu'elle rénove. Qu'elle s'assoie dans ce sanctuaire dédié à son égoïsme pendant que je me forgeais un nouveau départ. Mais cela ne signifiait pas que j'en avais fini. Loin de là. Les comptes financiers étaient le premier champ de bataille. Elle n'avait jamais pris la peine d'en apprendre le fonctionnement. Elle avait toujours supposé que je m'occuperais de tout, comme je l'avais toujours fait. L'hypothèque sur la maison de sa mère avait été annulée. L'argent de poche de Bianca, qu'elle avait toujours traité comme un distributeur automatique, avait été coupé. Le compte joint gelé. Je n'avais pas besoin d'un avocat pour me dire que j'étais dans mon droit. Chaque dollar qui transitait par ces comptes portait mon nom, ma sueur. Sierra avait toujours été trop occupée à documenter sa liberté pour s'en souvenir. Je n'oublierai jamais le moment où je me suis assis à la petite table à manger de cet appartement, mon ordinateur portable ouvert, les papiers étalés comme une carte de champ de bataille, la lueur de l'écran traversant les ombres nettes de mon visage. Je me souviens du tremblement de mes mains. Colère, adrénaline, peut-être même chagrin, mais qui s'est ensuite calmé tandis que je tapais des mots de passe, transférais des fonds, regardais les zéros disparaître de ses comptes. Chaque clic était une petite reconquête de pouvoir, un rappel que je n'étais plus l'homme impuissant dans ce lit de soins intensifs. Et puis la volonté. Mon Dieu, la volonté. Je n'y avais jamais vraiment pensé auparavant. L'arrogance silencieuse de la jeunesse, pensant que je serais toujours celui qui prendrait soin des autres. Mais l'accident m'avait appris quelque chose. Sierra ne le pourrait jamais. Je pouvais disparaître en un instant. Et ceux qui applaudissaient mon absence ne verseraient même pas une larme. Je n'allais pas les laisser profiter de ma mort. Alors je me suis assis avec André. Tous deux,
penché sur des pages de langage juridique qui auraient tout aussi bien pu être écrites dans une langue étrangère. Et nous avons tout réécrit, chaque actif, chaque action de l'entreprise, chaque objet personnel de valeur. Tout cela enfermé dans une fiducie qui portait mon nom et celui de personne d'autre. Sierra ne se laissait pas berner. Bianca ne se laissait pas berner. Margot ne se laissait pas berner. Mon héritage irait à un fonds de bourse d'études ou à une œuvre caritative. Peut-être même aux familles d'hommes comme moi. Des hommes qui ont tout donné à des gens qui ne le méritaient pas. André marqua une pause en faisant glisser la dernière page sur la table. Tu es sûr de toi, Julien? Son regard était fixe, mais sa voix portait cette prudence d'avocat, celle qui me faisait toujours sourire. J'ai pris la plume. André, ai-je dit d'une voix froide comme l'acier. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie. Et puis j'ai signé. Le dernier geste est venu discrètement, presque décevant après tout le reste. J'ai appelé l'agent immobilier et mis la maison en vente. Le titre de propriété avait toujours été le mien. Sierra n'avait jamais pris la peine de comprendre les papiers, se contentant de savourer l'éclat de la maison que j'avais construite de mes propres mains et avec mon argent. Elle la considérait comme un trophée, un décor pour ses selfies et sa vie en ligne bien organisée. Mais ce n'était pas son nom qui figurait sur cet acte. C'était le mien. La voix de l'agent était polie mais curieuse. « Votre femme est-elle au courant de l'annonce » demanda-t-elle. Je laissai le silence s'éterniser plus longtemps que nécessaire. « Non » dis-je finalement. « Elle le saura bien assez tôt. » Après cela, tout s'est accéléré. Les formalités administratives étaient simples. Une signature après l'autre, jusqu'à ce que la maison ne soit plus la nôtre, mais la mienne, et bientôt elle appartiendrait entièrement à quelqu'un d'autre. Je me souviens avoir contemplé le dernier document, celui qui allait mettre un terme à la vie que j'avais partagée avec Sierra. J'ai repensé à toutes les nuits où j'avais travaillé tard pour payer ce prêt immobilier. Les week-ends passés à réparer des robinets qui fuyaient et à repeindre les murs. Les heures passées à m'assurer que sa mère avait des provisions et que sa sœur avait de l'argent de poche. Tout cela ressemblait à la vie de quelqu'un d'autre maintenant. Quelqu'un de trop naïf pour comprendre que l'amour n'était pas censé être un spectacle solo. Quand j'ai signé la dernière page, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis des mois. André a levé sa tasse de café pour un toast silencieux. À un nouveau départ, a-t-il dit. J'ai croisé son regard et levé le mien. À la liberté, ai-je dit. Ce n'était pas le genre de liberté dont Sierra s'était vantée. Celle qu'on affiche sur une plage, un cocktail à la main. C'était le genre de liberté tranquille. Celle qui n'a pas besoin de public, celle qui naît du fait de savoir qu'on a encaissé tous les coups que la vie pouvait nous infliger et qu'on a tenu bon malgré tout. Après cela, je me suis assis seul dans l'appartement, la ville bourdonnant à ma fenêtre. J'ai pensé à Sierra, probablement en train de rire quelque part avec sa sœur, inconsciente que son monde allait s'écrouler sous ses pieds. Elle n'avait jamais pensé que j'aurais la force de partir. Elle n'avait jamais pensé que j'aurais la force de tout reprendre. Elle était sur le point de découvrir à quel point elle s'était trompée. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une sorte de paix. Tout a commencé par un appel que je n'aurais jamais cru recevoir et auquel je n'aurais certainement jamais pensé répondre. 2 mois s'étaient écoulés depuis ma sortie de l'hôpital. 2 mois depuis que j'avais coupé tous les liens financiers qui liaient Sierra à la vie qu'elle croyait sienne par défaut. André m'avait prévenu que ça arriverait. On ne peut pas laisser le loup affamé avant qu'il ne hurle, avait-il dit avec ce sourire d'avocat, celui qui me faisait toujours croire qu'il avait 10 coups d'avance sur tout le monde. J'étais en train de prendre un café matinal à l'appartement, les yeux rivés sur Boston comme si c'était un endroit étranger que je devais réapprendre, quand mon téléphone a craqué. Le numéro m'a fusillé du regard sur l'écran. Celui de Sierra, bien sûr. J'ai laissé sonner 1, 2, 3 fois. Mon pouce a plané sur le bouton rouge, mais une pointe de curiosité m'a poussé à répondre. Julien, dit-elle d'un ton sec mais teinté de cette douceur faussement désinvolte qu'elle essayait toujours d'incarner quand les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait. Pourquoi le prêt immobilier n'est-il pas remboursé? Il y a un avis de la banque. Et puis, les factures sont en retard. Sa voix était un mélange de confusion et de sentiment de droit acquis, comme si elle n'avait jamais imaginé une seconde que l'argent ne pourrait pas apparaître au bout de ses doigts quand elle le réclamerait. Je l'imaginais arpentant le salon, le téléphone collé à l'oreille, Margot se tenant probablement à proximité, les bras croisés, prête à intervenir pour défendre la fierté fragile de sa fille. Je posai prudemment ma tasse,
fixant la céramique ébréchée comme si elle contenait des réponses. Je laissai le silence s'étirer, la laissai se tortiller. Julien, insista-t-elle de nouveau, l'irritation s'insinuant maintenant, vive et amère. Je pris une inspiration, calme et froide. Demande au profiteur, dis-je, et je pris soin de garder une voix égale, presque ennuyée. Puis je raccrochai. C'était la rupture la plus nette que j'ai jamais faite. Je fixai l'écran un long moment, attendant de voir si elle me rappellerait. Elle ne le fit pas. Elle n'avait jamais été du genre à se battre pour quelque chose qui ne répondait pas à ses besoins immédiats. Elle jetterait probablement le téléphone sur le canapé, se plaindrait à Bianca de ma froideur, déformerait l'histoire pour en faire la victime et moi le méchant. L'appartement semblait plus grand, l'air plus clair. Ce n'était qu'une phrase, 6 mots, tranchants comme du verre. Mais c'était une phrase que j'attendais de prononcer depuis longtemps. Une phrase qui me brûlait la poitrine depuis les soins intensifs, depuis que l'infirmière m'avait annoncé qu'elle était en croisière et qu'elle se fichait que je vive ou meure. André appela environ 5 minutes plus tard. Il avait dû voir mon appel manquer ou obtenir des nouvelles de l'un de ses innombrables réseaux. Son rire éclata avant même qu'il ne dise bonjour. « Tu as attendu 2 mois pour cette phrase, dit-il, la voix grésillante de joie. Je ne pus m'empêcher de sourire, même si mon cœur battait encore la chamade. Ça valait chaque seconde, lui dis-je. Le ton d'André s'adoucit. Tu vas bien? J'y ai repensé. Vraiment repensé. La rage qui m'avait consumé à l'hôpital. L'amertume que je ressentais à chaque fois que je voyais son visage sur mon écran. La douleur dans mes os suite à l'accident. La trahison. Tout était toujours là, mais elle ne me devait plus rien. Ouais, ai-je dit enfin. Ouais, je crois que oui. André poussa un soupir de soulagement. Tant mieux, parce que ce n'est que le début. Tu le sais, non? Je sais, répondis-je. Après avoir raccroché, je me suis laissé imprégner de ce moment, ressentant chaque battement de mon cœur, chaque souffle que j'avais lutté pour obtenir dans ce lit d'hôpital, chaque once de force qu'il m'avait fallu pour arriver ici. J'ai repensé au visage de Sierra quand la banque m'a appelé pour le prêt immobilier, à la prise de conscience que sa vie était bâtie sur les fondations que j'avais posées. Cette maison n'avait jamais été sa forteresse. Elle était à moi. L'argent qui payait ses factures était à moi. Les rêves qu'elle avait vendus à ses abonnés Instagram, c'était moi qui les finançais. Chaque cocktail, chaque coucher de soleil. Et maintenant, c'était mon tour. Le téléphone resta silencieux le reste de la journée. Pas d'appel frénétique, pas de SMS. Je l'imaginais se démener, Margot crier, Bianca lever les yeux au ciel et consulter son téléphone comme si de rien n'était. Laissons-les se démener. Laissons-les s'interroger. Je me suis dirigé vers la petite fenêtre qui donnait sur la rue. La silhouette de Boston était grise et un peu impitoyable, mais j'aime ça. Elle ne prétendait pas être autre chose que ce qu'elle était. Un endroit qui exigeait de voler de ses propres ailes. C'était ce que je voulais maintenant. Non pas l'illusion d'une vie parfaite, mais la détermination d'une vraie vie. J'avais passé des années à soutenir Sierra, à m'assurer qu'elle avait tout ce qu'elle désirait pendant que je me noyais dans ses attentes. Je n'étais plus cet homme. La soirée s'installa lentement, les lampadaires s'allumant un à un, le cœur de la ville battant à tout rompre sous mes pieds. J'ai sorti mon ordinateur portable et me suis connecté au compte qui gérait la propriété. La banque avait déjà traité les avis de paiement. Les charges étaient en souffrance. La maison était au bord de la saisie. J'éprouvais un profond regret, mais c'était pour l'homme que j'avais été, pas pour la femme que j'avais laissée derrière moi. Je repensais à toutes les nuits où j'avais travaillé tard, aux dîners manqués, aux week-ends sacrifiés pour que sa vie, celle de Margot et de Bianca, soit sur la bonne voie. Je leur avais tout donné. Et il ne m'avait donné que des excuses. Ce que je lui avais dit, demanda le pique-assiette, n'était pas une simple pique. C'était la vérité. Elle m'avait traité comme un distributeur de billets, un personnage secondaire dans son interminable numéro. Fini. J'ai fermé l'ordinateur portable, la lueur de l'écran s'éteignant comme la dernière braise d'un feu mourant. Je me suis adossé au dossier de ma chaise, les yeux fixés au plafond. André avait raison. Ce n'était que le début. Il me restait des kilomètres à parcourir avant d'être vraiment libéré d'eux. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de courir vers quelque chose plutôt que de m'en éloigner. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis l'accident. Et dans l'obscurité silencieuse de l'appartement, je rêvais de liberté.
Celle qui ne vient pas des plages et des cocktails, mais de savoir qu'on a survécu à toutes les tempêtes et qu'on tient bon. La maison était à vendre. La banque avait été prévenue. Et Sierra, eh bien, Sierra était en pleine panique. Je l'entendais presque à travers l'appel qu'elle n'avait jamais passé, mais qui résonnait quand même dans l'appartement silencieux. La dernière fois que je l'avais vue, c'était sur une photo de coucher de soleil filtrée sur Instagram, mais son absence était plus forte que tous les mots qu'elle aurait pu prononcer. Margot a appelé ensuite. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'avais toujours su qu'elle était la maîtresse des marionnettes, celle qui se cachait derrière le sourire de Sierra, celle qui lui avait appris à modeler ses mots comme du miel quand elle avait besoin de quelque chose. Mon téléphone vibrait, l'écran affichait le nom de Margot comme un défi que j'attendais. Je laissais sonner jusqu'à ce que je tombe sur la messagerie, puis j'écoutais sa voix plus tard. Chaque syllabe était un mélange maîtrisé d'inquiétude et de manipulation. Julien, mon chéri, on est tous si inquiets, roucoulatait-elle. Sa fausse empathie était si dense que j'en avais la nausée. Sierra ne savait pas que tu avais traversé une période aussi difficile. Elle célébrait juste, tu sais, une pause dans tout ce stress. Rappelle-nous, s'il te plaît. Une pause dans le stress. C'est comme ça qu'elle avait appelé mon expérience de mort imminente, une pause. Je laissai le message jouer 2 fois. Une fois pour capter le tremblement dans sa voix, réel ou inventé, et une deuxième fois pour être sûr de bien comprendre la profondeur de sa tromperie. Puis je l'effaçai. Bianca essaya ensuite, mais elle ne s'embarrassa pas du miel. Elle passa directement à l'indignation, envoyant un message à André plutôt qu'à moi, comme si elle ne pouvait même pas me regarder en face. Dis à Julien que tout cela n'est qu'un malentendu, écrivit-elle. Sierra était ivre pendant la croisière. Elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Ivre pendant la croisière. J'ai failli rire de cette audace. Ivre de liberté, d'argent, exaltée de ne plus avoir besoin de moi, jusqu'à ce qu'elle en ait soudain besoin. Le jour où l'avis d'expulsion a été publié. Officiellement définitif. J'étais assis dans l'appartement et je regardais la ville en contrebas comme si j'attendais une bombe. Les textos de Sierra arrivaient à toute vitesse, furieux. 33 en moins de 2 heures. Qu'est-ce que tu fais, écrivait-elle. Mais bon, c'est toujours notre maison. Je la voyais faire les 100 pas devant le carrelage de la cuisine que j'avais posé moi-même. Son pouce pointait sur l'écran. Margot et Bianca la suivaient de près. Leur loyauté était aussi bon marché que le vin qu'elles avaient probablement versé. Tu es en train de ruiner ta propre famille, écrivait-elle. Famille? Le mot avait un goût amer. J'avais construit cette famille de mes propres mains, payé les factures, fait des sacrifices, veillé des nuits à travailler pour qu'elle puisse avoir sa vie parfaite. Et maintenant, elle avait l'audace de m'accuser de l'avoir ruinée. Je ne répondais pas. Le silence, j'avais appris, était plus fort que tous les mots que j'aurais pu écrire. Le silence avait du pouvoir. Un écho du silence qu'elle m'avait laissé dans ce lit d'hôpital. Son rire résonnait sur le pont d'un bateau de croisière, tandis que j'étais brisé et seul. Chaque bip de mon téléphone était une victoire. Chaque texto sans réponse était une déclaration, je n'étais plus le même homme. Celui qui se soumettait à tous ses caprices. Je les lisais tous, les laissais déferler sur moi comme des vagues. Chacun était une tentative de m'attirer à nouveau dans sa toile. Mais j'étais libre maintenant. Je parcourais son Instagram et c'était comme regarder une pièce de théâtre que j'avais déjà mémorisée. Coucher de soleil et journée au spa. Des légendes sur le soin de soi et la recherche de la joie. Des photos d'elle dans des poses parfaites qui masquaient le chaos sous-jacent. Margot et Bianca étaient là aussi, taguées sur une photo sur 2, toujours souriantes, toujours en train de lever leur verre. Et derrière chaque sourire, je voyais le désespoir. Elles n'étaient pas heureuses. Elles étaient exposées. Ils avaient bâti leur vie sur les fondations de ma générosité. Et maintenant, ces fondations s'effondraient. André m'a envoyé un texto tard ce soir-là. Elle va se battre. Je fixais l'écran, les mots devenant flous jusqu'à ce que je cligne des yeux pour essuyer mes larmes. Pas des larmes de tristesse. Elles avaient séché depuis longtemps, mais des larmes d'épuisement, une sorte d'incrédulité d'avoir laissé cela durer si longtemps. Quel essai, ai-je répondu. Le lendemain matin, j'ai ouvert les yeux sur la pâle lumière de Boston. Une ville qui renaissait chaque jour grâce à son agitation incessante. J'ai préparé du café et regardé le soleil monter sur les toits. Le monde de Sierra était en feu,
et je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a vibré de nouveau. Un autre texto de Sierra. S'il te plaît, parle-moi. Je n'ai pas répondu. Le silence s'est creusé entre nous. Un gouffre qu'elle ne pourrait jamais franchir. Elle a appelé 3 fois ce jour-là. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie. L'appartement me semblait différent maintenant, moins comme une cachette, plus comme un sanctuaire. Chaque centimètre carré m'appartenait, épargné par son parfum ou son rire. Il sentait le café et le papier frais, comme un nouveau départ. André est passé le soir, le visage rougi par le vent d'automne. Il m'a tendu une enveloppe en papier craft, pleine de paperasse. C'est officiel, a-t-il dit. La banque avance. Elle sera libérée d'ici la fin du mois. J'ai pris l'enveloppe et j'en ai senti le poids. Elle n'était pas lourde, mais elle portait chaque once de trahison et chaque seconde de liberté pour laquelle je m'étais battu. Merci, André, ai-je dit d'une voix ferme. Il m'observait attentivement, scrutant mon visage à la recherche d'une fêlure. Tu es sûr que ça va? J'ai croisé son regard et hoché la tête. Je vais mieux que jamais. Ce soir-là, je me suis assis à la petite table de la cuisine, la ville bourdonnant sous ma fenêtre. J'ai pensé à Sierra, à sa panique, à son incrédulité que je m'étais enfin relevé. Je pensais à Margot et Bianca, leur faux sourire s'effritant. Je pensais à la maison, aux murs que j'avais peints, au parquet que j'avais réparé, au prêt immobilier que je payais chaque mois sans faute. Je pensais à moi, et je réalisais que c'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où je n'étais plus le profiteur qu'ils m'accusaient d'être. J'étais l'homme qui s'était reconstruit sur les cendres de leur trahison. Et cela valait bien chaque silence que j'avais enduré. Franchir les portes coulissantes en verre de l'unité de soins intensifs, c'était comme franchir le seuil entre qui j'étais et qui j'étais devenu. La dernière fois que j'étais venu ici, j'étais l'homme brisé dans le lit, des tubes serpentant dans mes veines, mes poumons luttant pour attraper un air trop lourd à porter. Maintenant, j'y entrais seul. Chaque pas était une déclaration silencieuse que j'avais survécu à son indifférence, à son abandon, à la douleur qui m'avait brisé et forcé à me reconstruire chaque centimètre carré. Le docteur Madden se tenait près du poste des infirmières, feuilletant un dossier. Sa blouse blanche n'avait pas changé. Son visage était marqué des mêmes rides d'inquiétude et d'espoir que lorsque j'étais sa patiente. Lorsqu'il leva les yeux et me vit, son visage s'illumina d'une manière qui adoucit un peu la froideur de la salle stérile. « Monsieur Carr, dit-il, un léger sourire brisant son calme professionnel. Je ne pensais pas vous revoir comme ça. » Sa voix me rappelait les heures passées à mon chevet à m'expliquer les procédures d'une voix immuable, même lorsque la mienne vacillait. Je tendis la main fermement et avec force. « Julien, s'il vous plaît, corrigez-je d'une voix plus ferme que je ne le pensais. » Il la serra, sa poigne chaleureuse, comme un médecin qui me rassurait, j'étais plus qu'un simple dossier dans son armoire. « Julien, dit-il en hochant la tête. Vous avez l'air en forme. » J'acquiesçai. Je vais bien. Je n'avais pas besoin de lui raconter les nuits blanches, les moments où je m'étais réveillé en pensant être toujours coincé dans ce lit. Le poids du rire de Sierra résonnait dans mes oreilles comme un fantôme dont je ne pouvais me défaire. Ces cicatrices étaient à moi, et j'avais appris à les porter comme une armure. Je voulais te remercier, dis-je d'une voix basse mais ferme. Pour tout, il agita la main, mais je vis la gratitude dans ses yeux. J'ai juste fait mon travail. Non, répondis-je. Tu as fait plus que ça. Je sortis le chèque plié de ma poche, assez épais pour faire passer même l'administrateur le plus occupé. Ce n'était pas une question de montant, mais d'intention. Un don sous un nom anonyme à l'hôpital qui m'avait recousu quand Sierra m'avait laissé saigner. Je le lui tendis, le papier tremblant à peine sous ma main. Ses yeux s'écarquillèrent et, l'espace d'un instant, il ressembla à un homme qui avait oublié comment respirer. Julien, Ce n'est rien. Je l'ai interrompu doucement. Juste une façon de le remercier. Je ne serais pas là sans cet endroit. Il a tenté de protester, mais j'ai secoué la tête, le réduisant au silence d'un regard qui signifiait que j'avais accepté cette décision. Il ne s'agissait pas d'effacer le passé. Il s'agissait de rendre hommage à ceux qui m'avaient aidé à m'en sortir. Nous étions debout dans ce couloir silencieux, le bruit des machines et les voix des infirmières résonnant autour de nous comme une chanson familière. J'aimerais que plus de patients se souviennent de nous, a-t-il finalement dit en glissant le chèque dans la poche de son manteau. Parfois, on a l'impression de n'être qu'une étape sur la route de la prochaine crise. Je le comprenais aussi.
Eh bien, Sierra avait toujours traité les gens comme des relais, utiles jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. J'avais été ce relais pendant des années. Celui qui avait payé les factures, lui avait tenu la main et l'avait regardé poursuivre tous ses rêves, sauf celui qui m'incluait. Eh bien, j'ai dit, certains d'entre nous n'oublient pas, il a souri. Et à cet instant, j'ai senti le dernier vestige de mon ancienne vie se dissiper. Je n'étais plus l'homme qu'elle avait abandonné. J'étais l'homme qui avait appris à voler de ses propres ailes. J'ai signé les formulaires de décharge. Chaque coup d'aiguille était une affirmation discrète de mon indépendance. Aucun proche n'était inscrit. Personne n'a appelé pour moi. Mon contact d'urgence était désormais André. Et cela suffisait. En partant, je me suis arrêté à la porte, laissant les souvenirs m'envahir une dernière fois. Le bip du moniteur, le goût de l'air de l'hôpital, le visage de l'infirmière lorsqu'elle m'a annoncé que Sierra m'avait quitté pour le soleil et la mer. Je ne détestais plus ce souvenir. J'en ai fait une leçon, un vœu de ne jamais laisser personne d'autre décider de ma valeur. Le monde extérieur semblait différent, plus vif, plus lumineux, plus honnête. L'air automnal me mordait la peau, et je l'accueillais avec joie. Chaque inspiration me rappelait que j'étais en vie, que j'avais gagné la bataille pour laquelle Sierra n'avait même pas pris la peine de se présenter. Je descendais les marches de l'hôpital, chaque pas ferme et sûr. Je ne boitais plus. Je n'étais plus fragile. J'étais la somme de toutes les cicatrices, de tous les chagrins, de tous les choix qui m'avaient amené ici. Quelque part derrière moi, Sierra s'efforçait probablement de donner un sens aux morceaux que je lui avais laissés. Mais c'était son problème maintenant. Ma survie était un miracle auquel elle ne s'attendait pas. Et maintenant, j'allais vivre une vie dont elle ne profiterait jamais. Le vent s'est levé, emportant avec lui le péché de Boston, le café, les embouteillages, un soupçon de pluie. J'ai souri. Je n'avais pas besoin d'elle pour me compléter. Je n'en ai jamais eu besoin. J'étais suffisante. Une semaine plus tard, Sierra s'essayait à la réinvention. J'aurais dû m'y attendre. Cette femme avait toujours été experte dans l'art de l'image soignée, du filtre parfait, des répliques répétées pour paraître spontanées. Quand j'ai vu sa publication Instagram, une photo d'elle sur le perron de la maison que je venais de mettre en vente, la tête baissée, les yeux cernés de rouge de cette manière performative, j'ai senti un rire froid et amer me monter à la gorge. La légende, certaines personnes oublient ce que signifient les vœux. Je suis resté près de lui jusqu'à ce qu'il devienne froid. J'ai fixé l'écran, la luminosité illuminant la demi-vérité qu'elle avait si facilement partagée avec le monde. Je l'imaginais en train de préparer le plan. Peut-être Bianca derrière le téléphone. Margot me conseillant sur l'éclairage. Comme si elle n'avait rien appris du désastre dans lequel elle m'avait laissé. Même maintenant, elle essayait de contrôler le récit, jouant l'épouse blessée abandonnée par l'homme qu'elle avait déjà abandonné bien avant l'accident. Bianca, toujours prête à ajouter un commentaire pour attiser les flammes, a ajouté quelques secondes plus tard. Tu étais une reine. Il n'a pas pu le supporter. Elle aurait aussi bien pu me taguer, mais elle n'en avait pas le courage. Margot, toujours la fervente partisane des illusions de sa fille, a frappé plus vite qu'elle n'a probablement bu sa première gorgée de vin du matin. J'ai parcouru les commentaires, un océan de sympathie, d'émojis en forme de cœur et de gens disant à Sierra qu'elle méritait mieux. J'ai reconnu quelques noms, des gens que nous avions autrefois considérés comme des amis. Mon estomac se serrait à la vue de la rapidité avec laquelle ils avaient pris sa défense. Je me demandais si l'un d'eux était au courant pour la croisière, et à quel point elle était crue lorsqu'elle avait balayé mon expérience de mort imminente d'un trait de plume. Probablement pas. Ils avaient tous gobé son récit et avaient décidé que j'étais le méchant. J'allais fermer l'application et balancer mon téléphone à travers la pièce lorsqu'un autre message attira mon attention. Il ne venait ni de moi ni de Sierra, mais d'une personne de mon entreprise, quelqu'un qui, jusqu'alors, ignorait toute l'histoire. Le message était simple, mais les mots faisaient l'effet d'un marteau. C'est fou comme certains traitent leurs conjoints de profiteurs tout en sirotant du champagne à ses frais. Je dis ça comme ça. C'est devenu viral en quelques heures. J'ai presque senti le changement dans l'esprit de Sierra, les commentaires passant de la sympathie à la suspicion. Ceux qui avaient cru sa version des faits ont commencé à poser des questions. Attendez, cette maison n'était-elle pas à son nom? N'était-elle pas partie en croisière pendant son hospitalisation? Des captures d'écran de ses précédents messages ont refait surface. Des photos d'elle levant des coupes de champagne, des légendes sur la liberté, des hashtags dégoulinant d'une arrogance que seuls les plus égoïstes pouvaient porter avec autant de facilité.
Un instant, j'ai envisagé de la plaindre. La femme que j'avais aimée était en train d'être publiquement démantelée. Mais je me suis souvenu du silence dans ce lit d'hôpital, du poids de la trahison qui pesait sur ma poitrine comme le corset qu'on avait attaché autour de mon cou. Je me suis souvenu du son de sa voix disant à l'infirmière que ce serait bien si je disparaissais. Alors, j'ai laissé le silence s'installer. André a appelé cet après-midi-là. Sa voix était tendue, essayant de dissimuler le sourire que je savais qu'il arborait. « Tu vas vouloir voir ça », a-t-il dit. Je ne lui ai même pas demandé comment il l'avait trouvé. André savait tout avant moi. Il m'a envoyé des captures d'écran des commentaires. Certains étaient brutaux. Reine de quoi exactement? L'un lisait. Un autre devait être agréable de pleurer sur les marches d'une maison qu'il avait payée. Je me suis assise à ma table de cuisine, téléphone à la main, la ville bourdonnant doucement derrière la fenêtre. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression que la balance s'était un peu équilibrée. Sierra avait toujours cru pouvoir inventer n'importe quelle histoire, que sa beauté et son charme la porteraient à bout de tous ses mensonges. Mais même le charme a une date de péremption. Je n'y réagissais pas. Je n'en avais pas besoin. Le monde avait enfin percé à jour l'illusion, et pour une fois, ce n'était pas moi qui ramassais les morceaux. Plus tard dans la soirée, je suis allé me promener. L'air automnal me mordait la peau, et j'ai resserré ma veste autour de moi. J'ai pensé à la femme qu'elle était devenue. La sœur qui avait toujours plané comme une ombre. La mère qui avait orchestré chaque mouvement comme un grand maître dans un jeu qu'elle seule comprenait. J'avais passé trop de temps à essayer de comprendre leur motivation. J'avais essayé de croire qu'en travaillant plus, en aimant plus fort, je pourrais réparer ce qui était brisé. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas brisé. Je ne l'avais jamais été. J'avais juste été prise dans l'orbite de gens qui ne supportaient pas ma lumière parce qu'elle illuminait leur fil dentaire. Sur un petit banc, je m'assis et regardais la ville respirer. Les gens passaient, leur vie se déroulant sans que je sache quoi que ce soit de la mienne. Pour une fois, c'était réconfortant. L'anonymat, la chance d'être Julien, tout simplement. Sans attente, sans drame. Je consultais mon téléphone une dernière fois avant de repartir. La publication de Sierra était toujours en ligne, mais les « j'aime » s'étaient considérablement calmés. Les commentaires continuaient d'affluer, chacun me rappelant que la vérité finit toujours par refaire surface, même si on l'enfouit soigneusement. En rentrant chez moi, je repensais à l'hôpital, au sourire discret du docteur Madden, au tremblement de mes jambes la première fois que je m'étais retrouvé seul. Je survivrais à ça. Je pouvais survivre à ça aussi. Je laissais la nuit s'installer autour de moi comme une promesse. Plus de mensonges. Plus de faux-semblants. Le moment était venu de faire les comptes, et pour la première fois, je ne me sentais pas seul. Sierra exigea qu'on s'assoie. C'est André qui me le dit. Bien sûr que si. Elle n'eut pas le courage de m'appeler directement. Le message était bref, concis, délivré sur le ton de cet avocat. André le réservait aux conversations qui auraient pu être des duels. Elle veut me rencontrer, dit-il d'une voix mêlant avec soin neutralité et curiosité. Je pris une inspiration, fixant par la fenêtre la ville que j'avais recommencé à aimer. Une ville qui m'avait vu me briser et me reconstruire. Tout cela sans me demander d'explication. Où? Demandai-je. Mon bureau, dit André. Un terrain neutre. J'acceptai. Non pas parce que je lui devais une conversation, mais parce que je voulais voir son expression quand elle comprendrait qu'elle avait perdu le contrôle. Le bureau d'André était exactement le genre d'endroit que Sierra adorait. Vue sur les gratte-ciel, vitres qui reflétaient les lumières de la ville comme une promesse de richesse, sol ciré qui reflétait tout et rien à la fois. J'arrivai tôt et laissai André me guider dans la salle de conférence avec sa longue table et ses chaises qui ressemblaient plus à des trônes qu'à des sièges. Il me lança un regard qui signifiait « Tu es sûr ?» J'acquiesçai. « Je suis prête. » Quand Sierra entra, ce fut comme une tempête en bouteille. Elle avait cette posture, les épaules carrées, le menton relevé, les lèvres peintes d'un rouge qui trahissait sa tenue de combat. Elle était toujours belle, de cette façon qui faisait que les inconnus la regardaient à deux fois. Mais je voyais clair à présent. Je voyais les fissures, le désespoir derrière cette image soigneusement élaborée. « Julien », commença-t-elle d'une voix douce, comme si nous venions d'avoir une petite dispute au dîner, plutôt que la trahison qui avait brisé tous nos vœux. On n'a pas besoin de devenir nucléaire. J'ai failli rire. Nucléaire. Elle avait lâché la bombe il y a des mois.
Je refusais simplement d'être la victime collatérale. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe que j'avais préparée. Elle était épaisse, pleine de tous les documents juridiques qui signifiaient notre fin. Je l'ai glissée sur la table, le papier murmurant sur le bois. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en plissant les yeux. « Les papiers du divorce » dis-je d'une voix calme. « Liste des prestations et clause de confidentialité. » Sa bouche s'ouvrit comme si elle voulait protester, mais aucun son n'en sortit. Je continuai, implacable. « Si tu parles de moi à nouveau en public, si tu fais la moindre allusion à notre mariage, tu violeras ce contrat, et je veillerai à ce que tu en paies le prix. » Ses mains tremblèrent une seconde, mais elle les stabilisa sur la table. « Tu vas vraiment m'abandonner » demanda-t-elle, la voix crispée par l'incrédulité. C'était la question qui m'avait hanté autrefois, celle que je me posais ces nuits tardives où je fixais le plafond, me demandant comment nous en étions arrivés là. Mais je la voyais clairement maintenant. Qui avait abandonné qui? Je me penchai en avant, la regardant dans les yeux sans sourciller. « Non, dis-je, tu m'as abandonné. Quand j'étais à 2 doigts de mourir, tu étais ivre sur une chaise longue, me traitant de profiteur. Profite du même silence que tu m'as accordé. » Son visage pâlit, sa bouche trembla. Je voyais le masque tomber, la performance prudente vaciller sous le poids de la vérité. « Julian, s'il te plaît, » commença-t-elle, mais je levai la main. « Ce n'est pas une négociation, » dis-je. « C'est une conclusion. » André observait en silence, le visage indéchiffrable, mais sa présence solide derrière moi. Je n'avais pas besoin de son approbation. J'avais besoin de son témoin. Le regard de Sierra parcourut la pièce, à la recherche d'un allié qu'elle ne trouverait jamais ici. « Tu ne peux pas ?» Je l'interrompis. « Je ne peux pas. » « Et je le suis », me fixa-t-elle, le souffle court, la confiance qu'elle portait comme une armure s'effritant centimètre par centimètre. « Je t'ai aimé », dit-elle. Mais les mots sonnaient creux, un vers d'une pièce qu'elle avait répété trop de fois. « Peut-être que tu l'as fait autrefois », concédai-je d'une voix plus douce que je ne le voulais. Mais pas au moment opportun. Un silence épais et définitif s'abattit entre nous. Je me levai, repoussant ma chaise avec un frottement délibéré du métal sur le carrelage. « On en a fini ici », dis-je. André se leva aussi, ses mouvements mesurés. Il ouvrit la porte et je sortis sans me retourner. Le couloir me parut plus long qu'il n'aurait dû. Chaque pas résonnait du poids de tout ce que je venais de laisser derrière moi. Mais à chaque pas, je me sentais plus léger. J'avais l'impression d'être un homme qui s'était choisi lui-même plutôt que ceux qui essayaient de le briser. Dehors, l'air me frappait comme une promesse. Un vent frais, celui qui portait le parfum de la ville. Café, asphalte, la possibilité de quelque chose de nouveau. André me rattrapa, un sourire s'illuminant sur son visage. « Tu sais vraiment comment terminer une conversation ?» dit-il. J'ai réussi à sourire. « Elle m'a laissé mourir dans ce lit », dis-je d'une voix ferme. Maintenant, elle peut s'asseoir dans le silence qu'elle m'a accordé. Il hocha la tête. « La conclusion te va bien. » Nous marchâmes vers la voiture, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles sur le trottoir. J'avais l'impression d'avoir enfin déposé un fardeau que je portais depuis trop longtemps. J'avais donné à Sierra toutes les chances d'être la femme que je croyais qu'elle était. Maintenant, je me donnais la chance d'être l'homme que je savais pouvoir être. Plus de culpabilité, plus d'explications, juste moi, vivant, libre et sans fardeau. Déménager dans un quartier plus calme de Boston, c'était comme traverser un pont entre le passé et l'avenir. Un pont que j'avais construit brique après brique, à chaque décision prise depuis le crack. J'avais trouvé une petite maison en grès brun dans une rue bordée d'arbres où les voisins souriaient poliment, mais jamais avec fierté. Où le courrier arrivait à temps et où l'air sentait les vieux livres et le café fraîchement moulu. La première fois que j'ai tourné la clé dans la serrure, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Pas la paix forcée que je m'étais persuadé d'avoir avec Sierra, mais un calme bien tangible, celui de savoir que personne ne pouvait m'atteindre si je ne le laissais pas faire. À l'intérieur, l'endroit était petit mais parfait. Des planchers qui craquaient d'une manière réconfortante. Une minuscule cuisine où je pouvais enfin expérimenter la cuisine. Un jardin qui fleurissait d'un vert tenace, défiant le froid. Chaque centimètre carré était à moi. Plus aucun écho de son parfum. Plus aucun souvenir de l'argent qu'elle avait dépensé. Juste moi, entouré par la possibilité de quelque chose d'honnête.
André est arrivé le jour du déménagement avec un sourire qui aurait pu illuminer la moitié de Boston. Il portait des cartons comme des confettis, les jetant par terre avec un rictus exagéré avant d'ouvrir une bière fraîche et de s'affaler dans un fauteuil cabossé que j'avais déniché dans une brocante. « Tu l'as fait ?» a-t-il dit en levant la bouteille pour porter un toast. J'ai levé la mienne aussi, le verre froid-moite dans ma main. Survivre à la trahison et transformer le silence en pouvoir, ai-je dit, et il a fait teinter sa bouteille contre la mienne avec un sourire. Nous avons passé des heures à parler ce soir-là de l'entreprise, de la vie, des choses qui comptent quand on a vu à quelle vitesse tout peut changer. André avait toujours été celui qui me rappelait que j'étais bien plus que ce que Sierra et sa famille pensaient. Tu sais, a-t-il dit en se renversant dans son fauteuil. Tu as cette lumière en toi maintenant, comme si tu te souvenais enfin de qui tu étais avant qu'elle ne te griffe. J'ai repensé à ça à propos de l'homme que j'avais été avant, Sierra. Celui qui travaillait de longues heures mais trouvait quand même le temps pour des matchs de basket improvisés avec les copains. Celui qui peignait le week-end et riait comme s'il le pensait. Ouais, j'ai dit. Je crois que oui. Il est parti tard et je suis resté sur le pas de la porte à regarder les lumières de la ville scintiller au loin. La rue était calme, l'air frais, annonciateur de l'automne. J'ai laissé la nuit m'envelopper comme une couverture et j'ai ressenti une fierté sourde de ne pas l'avoir laissé me briser. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Pas de réveil, pas de panique d'avoir raté une réunion ou oublié un rendez-vous. J'ai préparé un café, noir et fort, et je suis resté près de la fenêtre à regarder le lever du soleil. J'ai pensé à Sierra, à la maison qu'elle avait traitée comme un trophée gagné plutôt que comme quelque chose que nous avions construit ensemble. Je me suis demandé ce qu'elle faisait maintenant, probablement à pleurer auprès de Margot ou de Bianca, à inventer une histoire où j'étais le méchant. Je m'en fichais désormais. La rumeur courait qu'elle était retournée vivre avec Margot. Cela semblait logique, comme si l'univers lui offrait une place de choix dans la vie qu'elle avait choisie. Bianca, j'avais entendu dire, essayait de lancer et d'influencer sa carrière, mais personne ne mordait. J'avais vu quelques-unes de ses vidéos, ses sourires, ses tentatives désespérées de vendre des astuces beauté et des conseils de luxe. C'était vide, comme une scène sans public. Pendant ce temps, je vivais. J'avais conservé mon emploi au cabinet. Pourquoi pas? J'avais construit la moitié de leur clientèle, et André s'assurait que tout le monde sache que je n'allais pas partir. Je me suis lancé dans des projets qui me mettaient au défi, j'ai trouvé de nouveaux rythmes dans mes journées, loin des caprices de Sierra. Le soir, je faisais de longues promenades dans le quartier, m'arrêtant parfois au petit café du coin, où le propriétaire, un vieil homme grisonnant nommé S, m'accueillait avec un sourire et une tasse de l'expresso le plus fort que j'ai jamais goûté. « Tu as l'air d'un homme qui a traversé des épreuves », dit-il un soir d'une voix rauque mais douce. J'ai ri, le son me surprenant même. Oui, dis-je. On peut dire ça. Il hocha la tête comme s'il le savait depuis toujours. Les survivants trouvent toujours le moyen de briller. Ces mots me sont restés gravés dans la mémoire. J'ai rejoint une équipe de basket du week-end avec André, le genre de groupe hétéroclite qui joue du mairie encore plus fort. La première fois que j'ai lacé mes baskets et que j'ai foulé le terrain, j'ai eu l'impression de retrouver une version de moi-même que je croyais avoir perdue. Chaque passe, chaque tir, chaque goutte de sueur me donnait l'impression de retrouver quelque chose que Sierra ne pourrait jamais atteindre. Un soir, après un match, André et moi étions assis dans les gradins, essoufflés, souriant comme des enfants. Il leva sa bouteille d'eau, les yeux brillants. Ne plus confondre les usagers avec la famille, dit-il, et je tintinabulai contre les siens. Ne plus confondre les usagers avec la famille. Je le fis écho et je le pensais. J'ai repensé à tous les sacrifices que j'avais faits pour Sierra, à tous les compromis, à toutes les fois où je m'étais mordu la langue juste pour préserver la paix. J'ai pensé à l'homme assis dans ce lit d'hôpital, brisé physiquement et moralement, attendant un appel qui ne venait jamais. Je n'étais plus cet homme. Ce soir-là, je me suis assis dans mon petit salon. La fenêtre s'ouvrait sur la fraîcheur et laissait le silence envahir l'espace. Non pas le silence pesant et étouffant que Sierra m'avait laissé, mais celui qui ressemble à une toile blanche attendant d'être peinte. J'ai alors réalisé que ma vie n'était pas définie par son absence, mais par ma présence. J'étais toujours là. J'étais toujours debout. Et je m'étais enfin souvenu comment vivre pour moi. Lancer un podcast n'était pas sur ma liste de choses à faire. En fait, l'idée de partager mon histoire, notre histoire, m'avait toujours semblé trop crue, trop proche de l'os. Mais un soir, après un match tardif au centre de loisirs, assis sur le perron, une bière à la main,
j'ai pensé à tous ceux qui se sentaient probablement comme si j'avais été piégé, réduit au silence par ceux-là même qui auraient dû m'aimer le plus. Cette pensée m'est restée en tête. Une fois la bière vide, j'ai trouvé le nom, la voie retrouvée. Ça a commencé petit, comme toutes les bonnes choses. J'ai emprunté le micro d'un ami, installé un ordinateur portable dans mon salon et lancé l'enregistrement. Pas de studio sophistiqué, pas de scénario, juste moi. Un homme qui avait survécu à la trahison et appris à voler de ses propres ailes. Je me suis présenté comme Julien Carr. Pas de titre, pas de mari discret, plus d'homme invisible, juste moi. Bienvenue à la voie retrouvée. J'ai commencé d'une voix ferme, mais plus douce que prévu. Ceci est pour les hommes et les femmes qui ont tout donné à ceux qui n'ont pris que ceux qui ont sacrifié leurs rêves, leur santé mentale, leur santé, juste pour faire tourner le monde d'autrui. Je sais ce que ça fait. Je l'ai vécu. Et je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Le premier épisode était chaotique. Quelques pauses trop longues, des mots trop crus, mais c'était vrai. Je l'ai appelé « feu vert et signaux d'alarme ». Un clin d'œil à l'accident qui a tout déclenché. J'ai parlé de cette journée à Boston, des soins intensifs, des mots froids de Sierra qui m'avaient déchiré. Je ne me suis pas retenu. J'ai laissé la colère et le chagrin s'exprimer, mais j'ai aussi laissé transparaître la force. L'homme que j'étais devenu après. Je l'ai posté et je suis allé me coucher en pensant que peut-être une poignée de personnes le trouveraient. Peut-être que cela aiderait une seule personne. Cela m'a suffi. À mon réveil, l'épisode avait été téléchargé des milliers de fois. Les messages affluaient, certains d'hommes, d'autres de femmes, tous me disant la même chose. Je pensais être le seul. Une femme a écrit « Votre histoire m'a donné le courage de quitter un homme qui me traitait de bon à rien. » Un autre a dit « Je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais renoncé avant d'entendre tes mots. » Ce matin-là, j'étais assis dans ma cuisine, le soleil filtrait à travers la fenêtre, et j'ai senti quelque chose changer. La trahison de Sierra m'avait apporté plus que la liberté. Elle m'avait donné un but. Je pensais que ma voix n'avait aucune importance, qu'elle serait noyée dans le brouhaha de ses meilleurs moments sur les réseaux sociaux. Mais elle était là, touchant ceux qui en avaient besoin. J'ai enregistré d'autres épisodes. Les croisières ne traitent pas de la façon dont les gens utilisent le luxe comme un bouclier pour cacher leur pire comportement. Demandez au freeloader où j'ai décortiqué la façon dont Sierra avait essayé de me définir avec ses mots et comment j'ai appris à me définir selon mes propres termes. Chaque épisode me semblait comme une nouvelle pierre à l'édifice que je construisais. Non pas le fondement que je lui avais donné, mais celui que je me donnais à moi-même. Les téléchargements se multipliaient. Les messages se multipliaient. Des inconnus m'envoyaient des courriels pour partager leurs propres histoires. Certaines déchirantes, d'autres triomphantes. Tous me rappelaient que le silence est la plus grande arme de ceux qui nous exploitent. André est venu un soir, un pack de 6 à la main et son sourire habituel. Il s'est installé dans le vieux fauteuil en face de mon installation d'enregistrement, haussant un sourcil. Alors, le podcast a cartonné, a-t-il dit. Tu te crois prêt pour des interviews en direct? J'ai ri en secouant la tête. Un pas à la fois, lui ai-je dit. Mais au fond de moi, je ressentais cette étincelle, cette conviction silencieuse que j'avais enfin trouvé ma place dans ce monde. Nous avons trinqué. À ne plus être sans voix, a dit André, à ne plus être sans voix, ai-je répété, ces mots ayant le goût d'une victoire. J'ai repensé à l'homme assis dans ce lit d'hôpital, le corps brisé, l'âme meurtrie par la femme qui avait promis de l'aimer. J'ai repensé à chaque fois que Sierra m'avait dit que j'étais trop sensible, trop sérieux, trop faible. J'ai repensé à la nuit où j'avais attendu son appel qui n'est jamais venu. Je n'attendais plus. Maintenant, les gens attendaient que je parle, que je partage, que je leur montre que la survie n'était pas seulement possible. C'était puissant. Un soir, après une longue journée de réunion au cabinet et une séance d'enregistrement qui avait duré plus longtemps que prévu, j'ai consulté une dernière fois la boîte mail du podcast avant de me coucher. Un nouveau message était arrivé en haut de ma boîte de réception. Il disait « Julien, je ne sais pas comment te remercier. En écoutant ton histoire, j'ai réalisé que j'ai vécu dans l'ombre de quelqu'un d'autre pendant trop longtemps. Je suis parti hier soir. J'ai peur, mais je me sens libre. Merci. » Je suis resté assis là, les yeux rivés sur l'écran, le cœur battant la chamade. Je me suis souvenu de la nuit où j'avais laissé mes propres ombres derrière moi. La nuit où j'avais repris le contrôle de Sierra et décidé de vivre selon mes propres conditions. J'ai répondu,
Tu es plus courageux que tu ne le penses. Sois fort. Le silence que tu as laissé derrière toi est leur problème maintenant. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Fermant l'ordinateur portable, j'ai regardé autour de moi dans mon petit appartement. Les plantes à la fenêtre, le tableau à moitié fini que j'avais commencé sur un coup de tête. Le ballon de basket du championnat du week-end appuyé contre le mur. Tout semblait m'appartenir. J'ai alors réalisé que ma plus grande victoire n'était pas de lui rendre l'appareil ou de lui donner tort. C'était de reprendre ma vie, ma voix, morceau par morceau. Je n'ai jamais été le profiteur qu'elle m'avait étiqueté. J'étais le fondement, celui qui l'avait porté, qui avait construit ses rêves, qui lui avait tout donné. Et maintenant, j'avais arrêté de les laisser lui marcher dessus.